Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. On continue notre série Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre avec un nouvel épisode alors qu'on s'achemine doucement mais sûrement vers la fin de cette série. Il nous reste 4 équipes. Au moment où vous écoutez cet épisode, il nous reste le Thunder, il nous reste les Lakers, il nous reste les Celtics et les Nuggets. Les Nuggets dont on va parler aujourd'hui avec toi, Constant. Constant, timing au poil. On enregistre cet épisode 24 heures après une petite révolution du côté de Denver. Ouais, le timing est bien, hein. Pour une fois, le DH Curse n'a pas eu lieu. Le fameux DH Curse qui est lorsqu'on sort un épisode entre le battement, entre l'enregistrement et la sortie de l'épisode, il se passe toujours quelque chose. Là, pour le coup, on a eu cet avantage, ou entre guillemets cette chance, de décaler l'enregistrement de l'épisode pour pouvoir avoir cette news qui sort. Effectivement, c'est un changement d'air, on va dire, du côté des Nuggets, ce double licenciement. Et pour une fois, on va dire qu'on va pas se réjouir de ce qui s'est passé, mais on va se réjouir que ce soit arrivé dans le bon timing. On a eu doublement de la chance. Alors, ça s'est passé pas mal de temps avant, mais disons que l'année dernière, les pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre, on les avait enregistrés qu'un peu plus de marge. Et je pense que l'année dernière, on aurait aussi raté les changements du côté de Memphis. Mais là, à la fois Memphis et les Nuggets, on est là, 24 heures après le changement de coach et la petite révolution dans le front office dont on va vous parler un peu plus tard. Vous le savez, ces épisodes sortent tous les jours, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast. On voit que vous êtes très 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 nombreux, donc merci beaucoup pour votre soutien. Suivez-nous aussi sur Twitter et puis sur YouTube où tous les soirs à 19h15, vous avez un nouvel épisode. Je précise deux choses, ce n'est pas un power ranking, l'ordre des podcasts. Je l'avais annoncé au début, mais disons que les événements et les difficultés de planning ont fait que non, on ne considère pas que les Nuggets dont on va parler aujourd'hui ont plus de chances de remporter le titre que les Cavs qui sont sortis en début de semaine. Et deuxième chose, déjà fait dans l'épisode précédent, on va dire que Spotify est entré en guerre, en conflit contre nous. Donc, si vous avez des épisodes que vous appréciez du podcast qui sont assez anciens, on vous invite à les télécharger ou les mettre de côté parce qu'ils risquent d'être... Alors, au moment où vous écoutez cet épisode, ils seront encore là, mais disons que si vous écoutez cet épisode à la mi-avril, ils seront peut-être plus là. Voilà. Constant, pas de pause, on enchaîne. Alors là, résumé de la saison, sortez le popcorn, parce que là, ça va être extraordinaire. Parle-moi de cette saison 2024-2025 des Nuggets, Constant. Non, mais là, le résumé de la saison des Nuggets, là, il faut faire, limite, tu peux faire un épisode entier sur ça. C'est-à-dire que l'an dernier, on m'avait dit que j'avais fait un résumé trop long sur la saison d'OKC. Ben, cette année, mais ça peut être pire sur la saison des Nuggets. Ça peut être pire. Non, mais on va dire que toute la saison des Nuggets, c'est un long chemin avec cette finalité qui est le double licenciement de Michael Malone et de Calvin Booth à 10 jours du début des playoffs. Le timing toujours exceptionnel, c'est quand même incroyable, une franchise qui a réussi à faire pire que Memphis en termes de timing, même si contrairement à Memphis, je trouve que là pour le coup c'est plutôt une bonne nouvelle ce double licenciement, j'en reparlerai après. Non mais la saison des Nuggets, on en avait parlé, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que on a suivi un petit peu toute la saison des Nuggets en espèce de fil rouge, puisque je me rappelle avec toi Ben, on en avait parlé au bout de 2 matchs, quand on a fait vraiment le premier épisode le week-end du début de la saison régulière, on avait été inquiet, on avait émis des gros doutes sur la capacité de ces Nuggets à être des contenders, en tout cas à être dans le haut de la conférence Ouest, ce à quoi ils étaient habitués depuis 2 saisons. Finalement, c'est une équipe qui, je pense, aurait pu avoir cette espèce de tsunami là, ou cette espèce de crise identitaire beaucoup plus tôt dans la saison, puisque si vous regardez les premiers matchs, ils s'en sortent très souvent sur des miracles. Ils battent Toronto en overtime, ils battent Brooklyn en overtime. Enfin, ils gagnent beaucoup de matchs serrés, beaucoup de matchs à une possession, beaucoup de matchs à 4-5 points, ce qui leur permet un petit peu de se remettre dans le bain et de se remettre droit au niveau du classement. Après, c'est une saison, on va dire, qui est rythmée par les blessures. J'ai envie de dire, par les blessures de tes, deuxième et quatrième meilleur joueur, puisque Aaron Gordon n'a joué que 48 matchs cette saison. Très longtemps gêné par des problématiques au niveau du mollet, des problématiques ou une blessure qui le gêne toujours plus ou moins à l'heure où on parle. Vraiment, la saison d'Aaron Gordon était très compliquée. Un petit peu d'absence de Jamal Murray. Il y a eu des intégrations qu'il a fallu faire dans le 5 majeur avec l'arrivée de Christian Brown. Puis comme il n'y avait pas Aaron Gordon, il a fallu mettre un petit coup de Peyton Watson, un petit coup de Russell Westbrook. Enfin voilà, c'est une équipe qui a cherché un starting five, là où depuis 2 ans, son starting five était en béton armé, j'ai envie de dire. Les 5 noms étaient en béton armé. Il y avait du Reggie Jackson l'an dernier, mais c'était un autre truc. Finalement, une montée en puissance qui a culminé au moment où il remporte 8 ou 9 victoires de suite juste avant le All-Star Break.
où on en avait parlé dans le Power Ranking. Moi, j'avais dit que c'était une winning streak qui était bien parce qu'il faut gagner les matchs mais face à des équipes faibles. Il y a un moment, ils tiennent pendant 2-3 semaines la deuxième place de la conférence Ouest et finalement, ils s'écroulent un petit peu sur la fin, j'ai envie de dire. Il y a ce fameux match face aux Wolves et c'est très bien, c'est qu'on avait fait l'épisode sur les Wolves, Ben, et j'avais précisé que on n'avait pas vu le match on a enregistré avant ce fameux match entre Denver et Minnesota. On a bien fait de le préciser tellement ce match, j'ai l'impression que c'est la goutte d'eau supplémentaire, en tout cas que c'est vraiment le moment charnière de la fin de saison des Nuggets, puisque au moment où on enregistre, ils sont sur 4 défaites de suite. Ils sont dans ce groupe là complètement fou d'équipes qui sont toutes en 47-32 ou en 48-33. Donc leur avenir est très incertain au niveau du seeding. Et voilà, si on devait parler de la saison de manière globale, avant peut-être de se penser un peu plus sur le double licenciement, c'est une équipe qui aurait pu avoir cette crise arriver bien plus tôt et qui doit son salut à la progression de Christian Braun au niveau absolument démentiel de Nikola Jokic, à certains jeunes sur lesquels ils avaient voulu faire confiance, qui ont éclos, ou en tout cas qui ont confirmé une partie des attentes qu'on pouvait avoir envers eux, que ce soit Julius Randle, que ce soit Peyton Watson. Donc voilà, c'est une équipe qui, on va dire, aurait pu avoir cette espèce de tsunami bien plus tôt dans la saison et qui, par des facteurs, on va dire, positifs, pas toujours, on va dire, forcé par l'équipe, parce que tu as beaucoup de matchs remportés dans le clutch, à réussir à se maintenir jusqu'à cette explosion qui, selon moi, semblait plus ou moins inévitable. C'est vrai que quand tu regardes, il y a une très bonne fonction de basketball référence sur ça, où tu regardais l'évolution de l'équipe en termes de classement, tu remarques que depuis le 1er janvier, ils ont tout le temps été dans le top 4, à l'exception d'une journée du 3 janvier. Voilà, ils ont toujours été top 4. Et là, on arrive à un moment où, tu as bien fait de le préciser, Constant, on est au cœur de cette espèce de flou artistique qu'est la conférence Ouest, où il y a un monde où les Nuggets finissent au play-in. Ce monde existe vraiment, et vu leur dynamique, c'est peut-être une réalité qui va se produire. Avant de parler des licenciements, et on en parlera un peu plus tard, mais d'un point de vue individuel, Constant, alors on parle beaucoup de Jokic, ça devait être une saison où on va dire qu'il devait avoir à la fois un nouveau renouvellement, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on avait perdu Brown, maintenant on a perdu KCP. À chaque fois, on devait réajuster l'effectif sans trop griller tes billes pour plus tard. Est-ce que ça a été couronné de succès, ces réajustements, selon toi? En fait, c'est toute la problématique, c'est que j'ai envie de dire que ces réajustements ont été couronnés de succès, mais que ces succès ne se retranscrivent pas par des victoires collectives. Et finalement, cette problématique du cinquième titulaire qu'on avait évoqué quand on avait fait les previews en début de saison, elle a été résolue. Enfin, en théorie, elle a été résolue. Ça veut dire que, quand je dis en théorie, c'est quand tout le monde est là, ce qui n'a pas été le cas forcément cette saison. Mais Christian Braun, je suis désolé, on peut pas dire que Christian Braun fait une mauvaise saison. Il y a eu une énorme progression. Il est dans les candidats pour le MIP. Enfin, moi je trouve que c'est un joueur qui a complètement su s'intégrer dans le moule des Nuggets, qui a su apporter d'autres choses que ce que pouvait apporter KCP l'an dernier, des choses qui étaient peut-être même un peu plus valuable que ce que pouvait apporter KCP l'an dernier. Et j'ai envie de dire, quand on voit le niveau catastrophique de KCP du côté du Magic, on peut pas forcément donner tort au management des Nuggets de pas l'avoir prolongé. Mais non, au niveau du cinquième titulaire, au niveau du réajustement pas des line-up, mais au réajustement de ton roster, je trouve que ça a été payant, mais c'est toute la problématique que j'ai, moi, avec la saison des Nuggets, c'est que, malgré les ajustements payants, en tout cas, malgré le fait que les jeunes que tu as mis en valeur se montrent et progressent, ça se retranscrit pas avec des victoires, parce que, de l'autre côté, tu as des joueurs cadres qui ont peut-être pas été au niveau qu'ils ont pu avoir il y a de ça 1 ou 2 ans. Et Constant, on est obligé de finir ce panorama de la saison des Nuggets en parlant de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Constant, ou en tout cas, alors au moment où vous nous les écoutez, 1, 2, 3, vu qu'on en sort tous les jours, peut-être que vous nous écoutez le jeudi 10, pas du tout, le jeudi 10 si vous êtes sur YouTube, le vendredi au petit matin si vous êtes en Apple Podcast, Spotify, etc. Constant, qu'est-ce que tu penses d'à la fois le fait de limoger Mike Malone qui est là depuis 10 ans à 10 jours des playoffs ou du play-in, sachant que tu peux peut-être jouer le play-in, hein, rappelons que c'est une possibilité, et de faire le ménage aussi avec notamment Calvin Booth au niveau du front office. Tu penses quoi du timing? Tu penses quoi de la décision? Déjà, si tu joues le play-in, c'est à 1 semaine du play-in que tu licencies ton coach. Non, mais je trouve que c'est pour moi la seule chose qui est surprenante, c'est le timing, parce que honnêtement, quand tu vois la physionomie de la saison des Nuggets, tu sentais que peut-être t'arrivais à la fin d'un cycle avec Michael Malone. T'arrivais peut-être au bout de quelque chose. Même lui,
je ne veux pas dire qu'il a perdu le vestiaire, mais il y a des déclarations en conférence de presse qui laissent assez peu de doute sur la situation du vestiaire. Quand il dit après la défaite, je sais plus, voilà, ils ont perdu trop ces derniers temps, mais je crois c'est après la défaite à San Antonio non, c'est après la défaite à Indiana où Michael Malone dit les gars, on est obligé de leur montrer les analyses vidéo parce qu'ils vont pas les chercher d'eux-mêmes. Enfin, c'est un truc où je me dis il a perdu le vestiaire. Après tout ce qu'il y a eu, tout ce qui est sorti depuis le licenciement, comme quoi il y a certains joueurs du roster, enfin il y a certains joueurs qui n'ont pas apprécié, on va dire, le traitement de faveur que peuvent avoir un Jokic ou un Jamal Murray auprès de Michael Malone, ça n'a pas plu, etc. On a vu que Aaron Gordon et Peyton Watson, les esprits s'échauffaient un petit peu lors des temps morts. Enfin voilà, c'était un vestiaire qui était au bord de l'implosion et qui était pué vraiment à la fin de cycle. Moi, le timing, je trouve assez paradoxal. Et puis surtout, le fait que les deux soient licenciés en même temps, quand on connaît les tensions qui existent et la différence de philosophie qui existe entre les deux depuis des années. Parce que Kevin Booth, on va dire, c'est le GM qui a forcé Michael Malone à faire jouer les jeunes, à faire jouer les Christian Brown, à faire jouer les Julian Strawther en laissant partir les vétérans, que ce soit les Bruce Brown ou les KCP. C'était le meilleur moyen de leur donner du temps de jeu aux jeunes, c'était de faire partir les vieux. Et au Michael Malone, on sait que donner du temps de jeu aux jeunes, c'était pas sa priorité. Donc oui, moi je trouve ça rigolo de voir que les deux partent en même temps, mais pour moi c'est une décision qui est au-delà du timing, qui me paraît quand même un peu, voire même très surprenant, qui est logique parce que ça sentait quand même la fin de cycle. Et globalement, depuis le titre, tu régresses chaque année, j'ai envie de dire, dans ton positionnement dans la conférence Ouest. Effectivement. On en parlait en off. Moi, ce que je ne comprends pas dans ce genre de timing, et c'est un peu la même chose pour Memphis, j'entends parfois dire, notamment chez les journalistes US, en gros, si la décision elle est prise, autant le dégager maintenant. Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est, certes, en ce moment, ils sont sur une mauvaise passe, ils sont à 4 défaites de suite au moment où on enregistre, et encore une fois, il y a un monde, ils finissent au play-in. Mais tu peux pas dégager, ça peut pas être la raison pour laquelle tu vires ton coach qui est 4 défaites de suite, ou même que il ait perdu le vestiaire, parce qu'il a pas perdu le vestiaire début avril, du coup. Il a perdu il y a peut-être 2 mois, il a perdu il y a peut-être 3 mois. Donc, s'il y a au moment où tu prends ta décision, tu le dégages. Et si tu prends ta décision à 10 jours des playoffs, il se pose quand même des questions, certes, il y a peut-être une notion d'électrochoc, mais quand on sait qu'à l'Ouest, ce que je disais un peu dans la preview Clippers, chaque série sera accrochée, où tu as besoin des choix de coach. Alors, bien évidemment, les fans des Nuggets pourront nous dire qu'en termes de choix de coach et de choix de tactique, c'est peut-être pas le meilleur du plateau, Mike Malone. Clair. Mais au moins, ça t'apporte peut-être une certaine stabilité. Je sais pas, moi, ce genre de timing, en tant que front office et en tant que franchise, parce que là, si tu vires à la fois le GM et le coach, c'est une décision qui vient de très très haut, voire du proprio. Je vois pas trop le moment. Voilà, peut-être c'est une des théories qu'on a vues sur Twitter, hein, les milliardaires sont en panique vu ce qui se passe du coup sur les marchés, je ne sais pas. Voilà, ça je sais pas. Mais non, mais enfin, c'est clairement une décision du proprio, puisque le proprio, 2 heures après l'annonce du double licenciement, il accorde déjà une interview à Altitude TV, donc la chaîne, le diffuseur officiel des Nuggets, où le mot d'ordre c'est amusez-vous et jouez dur. Super. Oui, alors celle-ci faut en parler, Constant. Franchement. C'est un peu l'important, c'est les 3 points du basket. Hein. C'est ça, ouais. On joue le maintien, tu vois. Non, on joue le maintien, ouais, voilà, on joue le maintien. Il y a pas de défaite, enfin il y a pas de défaite encourageante, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Mais tu vois, le meilleur joueur du monde, bref. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, sur le cas Michael Malone, je trouve que même lui était perdu sur la fin là. Quand les matchs là où il nous sort ces starting five où il y a 4 joueurs défensifs et Nikola Jokic, tu sens qu'il est perdu, tu sens qu'il est en train de tâtonner dans ses rotations. Il y a la gestion du cas Russell Westbrook que j'ai même pas encore évoqué pour l'instant, mais qui est un dossier à part entière, on va dire, qui s'est amplifié surtout sur le match face à Minnesota, parce que je pense que si tu gagnes le match face à Minnesota, c'est peut-être pas la même dynamique qui fait que peut-être que Michael Malone aurait tenu 2 mois de plus. Ouais, voilà, peut-être que Michael Malone aurait tenu 2 mois de plus sans Westbrook à désactiver son cerveau, comme ça arrive parfois à Westbrook. Je l'adore, mais voilà, ça lui arrive parfois. Et au niveau de Calvin Booth, moi je trouve que c'est des bonnes décisions, parce que ça va être un peu long, mais il faut quand même se rappeler du passif du gars. Hein. C'est un utilisateur de Reddit qui a fait ça. Donc je vais vous lire tout ce qu'a fait Calvin Booth depuis qu'il a signé KCP et Bruce Brown. Son premier trade, on est en février 2023. Il échange Bones Island et 2 second tours contre Thomas Bryant. Voilà.
Ça, c'est premier problème. Il échange un premier tour 2029 et les droits de Maxwell Lewis contre Julian Strother, Hunter Tyson et Jalen Pickett. Bon, ça, c'est pas mal, même si tu envoies quand même un first à OKC qui est protégé top 5. Il laisse partir Bruce Brown, Jeff Green et Thomas Bryant. Il fait 10 millions sur 2 ans avec une player option à Reggie Jackson, bien sûr. Et là, on arrive sur son fait d'armes le plus incroyable. 4 ans, 32 millions, player option pour Zeke Nagy. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Qu'est-ce qu'il fait après? Il échange Ryan Dunn et 3 secondes tours pour Darren Halls. Darren Halls qui s'est blessé, du coup, n'a pas joué de la saison. Il laisse partir KCP et Justin Holiday en tant que free agent. Donc, il est perd contre rien. Il échange 3 secondes tours et Reggie Jackson contre du cash. Il offre 11 millions sur 2 ans avec une player option à Dario Saric. Dario Saric qui joue quasiment pas. Il offre 7 millions sur 2 ans à Russell Westbrook avec une player option, parce que bien sûr, les player options sur 2 ans, on peut demander aux Pistons avec Malik Beasley aussi, c'est vachement utile pour relancer un joueur, comme ça tu te fais bien avoir sur la deuxième année, si sur la première il performe. Voilà. Et bien sûr, le dernier truc, 208 millions sur 4 ans pour Jamal Murray. Non, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu le passif de Calvin Booth en tant que GM. Donc c'est vraiment un GM, c'est compliqué, c'est très compliqué. Au-delà de la blague. Et voilà, moi le seul point sur lequel je vais possiblement le dédouaner, à quel point le proprio l'a forcé la main sur certains départs de vétérans en disant tu vas mollo sur la taxe, on touche pas à la seconde apron, on fait pas ça. Ça, pour le coup, je pense que les moves un peu, typiquement les 3 secondes tours à Reggie Jackson contre du cash, je suis pas sûr que ce soit un GM, je suis pas sûr que si ton proprio c'est Steve Ballmer, je suis pas sûr que tu fasses le move. Ouais. Et quand t'as le proprio des Nuggets, les Kroenke, potentiellement, c'est un move que tu peux faire. Donc, mais pour moi, c'était la chose à faire. C'est juste que le timing me paraît assez bizarre. Mais aucun doute sur le fait que c'était la bonne chose à faire. Surtout que tu vois, quand tu t'éjectes un coach, en général, il y a un peu cette volonté de le faire à un moment où tu sais que ton calendrier est plus mou pour qu'en gros le mec accumule des victoires fausses parce que tu te dis bon, tu vas créer une pseudo-dynamique autour de lui. Là, il n'y a pas de fausses victoires, c'est-à-dire que t'es à la fin de la saison, t'as pas le temps, tu joues ta vie. Donc assez intéressant. On pourrait parler de la famille Kroenke qui du coup est aussi propriétaire des Rams en football américain. Il y a des vases communicants au niveau de la manière de pouvoir je pense qu'il bref. Ce sera un épisode de l'été, ça peut-être qu'il faudra faire les multipropriétés. Constant, avançons et entrons dans le vif du sujet. Pourquoi ils ne gagneront pas le titre? Alors, je suis sorti d'épisodes où c'était un peu dur, Constant. On a fait les Cavs qui étaient extrêmement solides. On a fait aussi les Clippers qui sont en fusion. Là, il y a un peu plus de dossiers qu'on peut mettre en avant. Et là, le premier de ces dossiers, je te cite, c'est l'ultra-dépendance au cercle sur les minutes avec Nikola Jokic. Oui, alors là, je vais dire du mal. Non, je vais pas dire du mal de Nikola Jokic, mais je vais quand même taper un petit peu, on va dire, sur la manière dont fonctionnent les schémas offensifs de Denver lorsque Nikola Jokic est sur le parquet. On va dire de ce que Nikola Jokic est capable de créer pour les autres. Alors, bien évidemment, c'est à mettre avec des pincettes, puisqu'avec le départ de Michael Malone, si ça se trouve, le coach intérimaire va remodifier tout. Enfin bon, j'ai quand même du mal à croire qu'en 10 jours et 3 matchs, tu puisses changer les rotations, les schémas offensifs, les responsabilités. Toujours est-il que les Nuggets, et il me semble on en avait déjà parlé l'an dernier, parce que c'était déjà nous deux qui avions fait l'épisode sur les Nuggets. Les Nuggets, ils sont en fréquence de 3 points, ils sont derniers, voilà, en termes de fréquence de 3 points tentés, ils sont à 32.2. Pour vous citer les autres équipes entre guillemets du flop 5, il y a Toronto, Houston, New York et New Orleans. Voilà, c'est les équipes qui tentent le moins de tirs à 3 points. Et globalement, cette absence de tirs à 3 points, elle s'amplifie sur les minutes où tu as Nikola Jokic, puisque si vous prenez les on-off avec Jokic, les Nuggets tentent 40% de leurs tirs au cercle lorsque Nikola Jokic est sur le parquet. Quand il est sur le parquet, les Nuggets ne tentent que 31% de leurs tirs à 3 points. Et moi, c'est une problématique que j'ai. C'est que si on se projette sur des match-ups de playoff, en fait, vous regardez les équipes à l'ouest et vous regardez les potentiels match-ups que peut rencontrer Denver. Il y a beaucoup d'équipes qui soit sont des équipes qui prennent beaucoup de volume à 3 points. Typiquement, je pense à OKC, je pense à Golden State. Ce type d'équipe-là sont capables de prendre beaucoup de tirs à 3 points. Donc, ils vont déjà partir avec le fameux déficit de points. Si jamais, à peu près, il y a 2-3 points d'écart par match entre Golden State et Denver, ils débutent avec 6 points de retard qu'il va falloir qu'ils compensent ailleurs.
potentiellement en étant uber efficace au cercle, mais là aussi, ça reste à prouver. Pourquoi ça reste à prouver? Parce que il y a beaucoup d'équipes de la conférence Ouest qui sont de très bonnes équipes pour protéger le cercle. Typiquement, OKC, meilleure défense du cercle en termes de pourcentage de réussite adverse. Minnesota est 3e. Et après, il y a les Clippers qui sont pas très loin. Et il y a Houston aussi qui n'est pas très loin. Donc, non, les Clippers sont 24e. Je dis des bêtises. Mais il y a Houston, en gros, Houston, OKC, Minnesota. C'est 3 équipes que tu peux potentiellement jouer en playoff, même si Minnesota va quand même falloir un concours de circonstances assez dingue pour que ça se produise. Peut-être au grand bonheur des fans des Nuggets. Mais voilà, moi, c'est ce truc que j'ai, c'est cette crainte que j'ai, c'est que Jokic, avec son playmaking, crée beaucoup de situations de cut. Pour les Christian Brown, pour les Julian Strawther, même pour les Russell Westbrook, ça crée beaucoup de situations de cut. Face à des équipes qui vont potentiellement se transformer essayer de former un mur en disant on limite toutes ces situations de cut, on va préférer potentiellement se faire sanctionner et faire que l'aide, parce que tu viens souvent doubler sur Jokic au poste, faire que l'aide libère plutôt un joueur à 3 points qu'un joueur qui vient cut. Moi, c'est une crainte que j'ai. À quel point les joueurs de faible volume à 3 points sont capables de garder une efficacité sur un haut volume de 3 points. C'est-à-dire que Christian Brown tire à 40% à 3 points, il a un moins de 3 tentatives par match. Qu'est-ce qui se passe si Christian Brown passe à 4,5, 5,5 tentatives à 3 points par match? Est-ce que l'efficacité est toujours là? Aaron Gordon tire à 45% à 3 points sur moins de 4 tentatives. Qu'est-ce qui se passe si tu fais augmenter le volume d'Aaron Gordon? Donc voilà, ça c'est une première option que tu peux explorer si tu es la défense si tu es une défense qui joue face aux Nuggets. C'est-à-dire que tout simplement tu fais augmenter le volume de 3 points des Nuggets en espérant que ça fonctionne. Ou alors, tu dis ok, on ferme tout au niveau du cercle. Et là, pour le coup, c'est on va essayer de se faire sanctionner, je sais pas, peut-être les forcer à jouer du jeu à mi-distance, ou en tout cas essayer de limiter le rim and freeze pour avoir soit du Jokic au poste qui essaye de sanctionner, mais éviter ces situations où tu as Brown, où tu as Gordon, où tu as Russell Westbrook qui viennent cut. Donc moi, vraiment, je trouve que c'est une équipe qui est hyper dépendante de son rendement au cercle, et potentiellement en playoff, tu peux tomber face aux meilleures défenses de cercle quasiment de toute la NBA. Et je trouve que tu n'as pas d'alternative au niveau de ta fréquence à 3 points qui peut dire sur un match où le cercle est verrouillé, tu peux quand même gagner, quand bien même c'est une top 3 attaque top 4 attaques en NBA cette saison. Et il y a ce truc, alors du coup, j'ai l'impression de dire ça à chaque preview, mais il y a aussi leur capacité à accéder à ces zones-là aussi, Constant. Tu vois, si tu regardes en termes de shoot, il y a cette stat des self-created shots, donc les shoots créés par soi-même, par toi-même, quoi. Ils sont 27e en NBA. Et en gros, dans le flop 10, je reprends ton expression, dans le flop 10, t'as globalement que des équipes qui jouent pas les playoffs, à l'exception des Lakers et des Warriors qui sont derniers. Mais les Warriors, il y a une particularité ils sont premiers au niveau du nombre de touches par match. Donc en fait, tu vois que c'est pas de création par soi-même parce que c'est le collectif qui le fait. Là où les Denver a un profil statistique assez particulier, c'est qu'ils sont à la fois dans le flop, même dans le flop 5 du coup en termes de shoot créé pour soi-même, et ils sont 18e en termes de touches, ce qui te prouve bien que c'est un moteur offensif. Et moi, je me demande à quel point, tu vois, ces zones-là, ils vont être capables tu parles de mi-distance, Constant, à quel point ils vont être capables d'accéder à ces zones-là sans que ça soit totalement dépendant de la création de Nikola Jokic. Moi, c'est le problème que j'ai avec les Nuggets. C'était mon principal problème que j'avais avec Michael Malone. C'est que globalement, on en parlera après quand on fera le point positif, mais Nikola Jokic est tellement fort qu'en fait, tu crées une espèce de dépendance. C'est-à-dire que Jokic est tellement fort que tu vas avoir ce réflexe de dire on donne la balle à Jokic, et du coup, les joueurs à côté ne prennent pas leurs responsabilités. Ce qu'ils peuvent faire sur certains matchs où Jokic est absent, typiquement, les Nuggets sont allés battre Golden State et Houston sans Jokic. Pourquoi? Parce que Michael Malone était obligé de varier ses schémas offensifs et des joueurs type Aaron Gordon étaient obligés de prendre leurs responsabilités. Donc Jokic est extrêmement fort et ce serait débile de pas l'utiliser, notamment au niveau de son nombre de touches qui est encore indécent cette année. Mais du coup, je trouve que t'es dans une espèce de Jokic dépendance, de dire on va attendre le prochain move de génie de Nikola Jokic, et du coup les autres, ça les décharge en responsabilité, et quand il faut prendre les responsabilités, finalement ils sont pas en mesure de le faire. On parle de responsabilité, on parle d'autres joueurs. Je te propose d'avancer, Constant, sur le deuxième point. Je te cite à nouveau. Comment jouer de la transition sans stop défensif ni provocation de turnover?
Ah oui, moi c'est une énorme problématique que j'ai sur ces Nuggets. Parce qu'on a parlé de Christian Brown, là, qui est un fantastique joueur de transition. Mais globalement, ces Nuggets, bon, bah, c'est pas une bonne défense, hein. Ça, pour le coup, je l'apprends à personne. C'était déjà pas une bonne défense les années précédentes, mais cette année, c'était encore moins une bonne défense. Si bel et si bien que c'est quand même Nikola Jokic qui s'énerve du fait que son équipe fasse pas de stuff défensif, hein. Donc ça montre à quel point ils étaient mauvais défensivement. Mais oui, si vous prenez le pourcentage de turnover des Nuggets, c'est-à-dire combien de turnover tu vas créer chez l'équipe adverse. Typiquement, c'est ce qu'on pourrait appeler entre guillemets le jeu de la possession, ou en tout cas c'est ce qui permet, on va dire, c'est ce qui permet de jouer du jeu de transition. Il y a d'autres moyens de jouer du jeu de transition, mais globalement, tu vas jouer du jeu de transition via la création de turnover. Ils sont 26e. 26e. Seules équipes qui font pire, c'est Utah, Chicago, Phoenix et Milwaukee. Que des équipes de vieux, quasiment. Quasiment. Parce que bon, Utah, c'est un autre débat. Mais il y a quasiment que des équipes de vieux. Et ben, défensivement, tu fais pas de stop, hein. Je suis désolé. En points par possession, ils sont 23e, 18e à l'EFG. Ils provoquent pas de lancer. Bon, voilà. Enfin, ils font pas de faute. Bon, c'est bien. Bah, forcément, quand t'es pas actif pour provoquer les pertes de balles, manquerait plus que tu donnes des lancers à l'équipe adverse. Donc, moi, c'est une réelle incertitude que j'ai. L'attaque sur demi-terrain des Nuggets ne m'inquiète pas trop, même si j'ai évoqué ce point de la dépendance au cercle. Par contre, je trouve que t'as plein de joueurs qui sont positifs dans un élément, enfin, dans un contexte de jeu de transition à outrance. Et globalement, ce qu'aime bien faire cette équipe de Denver, on l'a vu sur plusieurs matchs, notamment face à de grosses équipes au cours de la saison régulière, c'est qu'elle aime bien un peu accélérer le jeu. Jouer même des situations de semi-transition sur des paniers encaissés où la défense n'est pas forcément repliée, ou en tout cas est en semi-repli défensif, et du coup tu peux avoir avec le passing de Jokic un joueur comme Christian Brown qui est très bon pour se démarquer, qui est très bon pour projeter. À quel point ce modèle-là peut se retranscrire, peut se reproduire sur une série de playoffs avec, on va dire, un échantillon de matchs plus élevé que juste un match. Au fur et à mesure des matchs, est-ce que les défenses vont pas s'ajuster justement à cette problématique du jeu de transition des Nuggets? Est-ce qu'ils vont pas un peu moins jouer le rebond offensif? Enfin voilà, c'est une réelle inquiétude que j'ai, c'est que c'est une équipe qui pour moi n'arrive pas à créer de turnover, et en fait, à partir du moment où tu n'arrives pas à créer des turnovers, tu dois être quasiment parfait en attaque, puisque bah tu donnes soit un tir à l'équipe adverse, enfin t'as pas de possession entre guillemets vide, ce que j'appelle des possessions vides où tu tentes même pas un tir. Donc t'as pas ça, et en plus bah potentiellement tu vas pas créer le jeu de transition, et t'as beaucoup de joueurs, que ce soit Christian Brown, que ce soit Russell Westbrook, qui sont excellents sur du jeu de transition, et sur attaque placée dans un contexte de playoff où t'as un scouting plus important, où tu vas avoir des adaptations match après match. Je suis plus inquiet de leur rôle dans un match qui se joue sur demi-terrain que dans un match qui se joue sur de la pure transition, comme ce qu'a pu faire Denver au cours de la saison. Puis surtout, ça rejoint un peu ce dont on avait parlé avec Tom dans l'épisode sur l'efficacité. Quand tu regardes, en fait, ce qui est souvent un indicateur de ta réussite sur ta possession offensive, c'est comment s'est terminée l'autre possession, et que tout simplement, statistiquement, les possessions les plus efficaces, c'est celles qui partent de turnover, parce que la défense n'est pas placée, et qu'en général, c'est mathématique, la distance que tu as avec le panier est plus courte, en fait, très souvent. Donc, c'est là où je te rejoins. C'est une équipe qui est... Sur certains aspects, il y a quand même beaucoup de points communs avec certaines équipes dont on a parlé dans la séquence. Quand tu crées pas de turnover, quand tu perds ce jeu des possessions dont on a souvent parlé, c'est quand même assez compliqué. Je sais pas si tu veux faire ton focus maintenant, Constant, sur Peyton Watson, ou si tu veux qu'on avance tranquillement sur le point numéro 3. Non, on peut faire un focus rapide sur Peyton Watson, parce que Peyton Watson en soi, c'est pas le joueur qui va te créer des turnovers. Mais par contre, c'est un joueur qui, on va dire, c'est la caution des blocs au niveau des Nuggets. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a une activité folle au niveau des comptes. C'est lui globalement, enfin, le nombre de comptes que Peyton Watson peut mettre, et pas forcément juste au cercle, hein, même sur des situations de tir à 3 points, sur des situations de jumper, c'est positif. Parce que si vous prenez son bloc pourcentage, il est dans le 98e centile chez les forwards. Donc, il n'y a que 2% des joueurs qui font mieux que lui. Et justement, ces situations de bloc, bah, c'est pas équivalent à un turnover, mais presque, puisque finalement, tu as un rebond, tu as une défense qui est pas replacée parce qu'elle s'attend pas à ça. Enfin voilà, ça peut amener du jeu de transition. Et moi, c'est un peu l'interrogation que j'ai, c'est que Peyton Watson, défensivement, il est très bon. Est-ce qu'il va pas être victime, un peu comme il a été victime l'an dernier sur la série face aux Lakers, où défensivement, t'es bon, mais offensivement, t'es
pas suffisamment viable pour rester sur le parquet. C'est toujours cette problématique, en tout cas ce dilemme que tu peux avoir, selon moi, entre les deux joueurs des Nuggets, entre les deux jeunes joueurs des Nuggets que sont Peyton Watson et Christian Brown. Christian Brown, il a fait beaucoup de progrès au cours de la saison sur la défense sur point of attack, mais c'est pas un générateur de turnover. De toute façon, quand tu es dans une défense collective qui est aussi mauvaise, c'est difficile de briller en défense sur le point of attack quand derrière ça suit pas. Peyton Watson a au moins cette qualité d'être plus grand, plus long, de générer plus de situations, on va dire, de transition avec sa capacité à contrer, mais qui offensivement est bien moins fort que ce que peut être Christian Brown. Donc ouais, moi c'est un joueur que je vais surveiller au niveau de son minutage parce que, comme je l'ai dit, il a complètement été oublié, complètement sorti de la rotation de Michael Malone sur les playoffs et notamment la série face aux Lakers l'an dernier. Là cette année, j'ai l'impression que Denver va avoir un espèce de plancher offensif absolument gigantesque et que leur plafond ou leur plancher dépendra beaucoup de la capacité à cette défense d'être un minimum potable. Et je trouve que potentiellement ce que peut apporter Peyton Watson en termes de playmaking défensif, ça peut être un truc qui est extrêmement rare dans cet effectif de Denver et qui peut potentiellement leur amener des situations de transition où là, pour le coup, ils sont quasiment injouables. Et puis, ils vont peut-être avoir un problème de nombre aussi, Constant. C'est-à-dire que si tu sors Peyton Watson de la rotation, il te reste qui, globalement? Tu as une rotation à combien? Tu as qui peut être vraiment mis sur le terrain? Je te propose d'avancer, Constant, sur le dernier point. C'est celui des line-up. Alors, je me suis amusé à regarder ça très, très rapidement. Et les Nuggets avaient donc été dans le top 3 en termes de line-up les plus utilisés sur les 3 saisons dernières. C'est pas le cas cette année et c'est un peu inquiétant, Constant. Oui, c'est pas le cas cette année, mais justement, ça parlait du nom, parce que j'avais pas envie de dire, oui, voilà, rotation à 8, même si finalement, la rotation à 8, quand on regarde bien, il y a pas beaucoup d'équipes à l'ouest qui font pire. Au niveau du 6-7-8, sans vouloir manquer de respect au 6-7-8 de Denver, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes. On est sur des jeunes joueurs qui ont leur première année en tant que... leur première année avec du vrai temps de jeu, j'ai envie de dire, et qui n'ont pas forcément vraiment connu le contexte playoff, donc moi ça m'interroge, mais effectivement les Nuggets, il me semble qu'on en avait parlé aussi l'an dernier, en termes de line-up, si vous prenez le 5 le plus utilisé l'an dernier, il me semble que c'était dans le... Je me demande même si c'était pas la line-up la plus utilisée de toute la NBA l'an dernier. Là, Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. et KCP, elle était à plus de 1900 possessions. Cette année, le 5 qui a le plus joué pour les Nuggets, il est à 834. Donc c'est le Christian Brown, Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. et Nikola Jokic. C'est 100 possessions de moins que la deuxième line-up qui a le plus joué de l'an dernier. C'était Reggie Jackson, KCP, Michael Porter Jr., Aaron Gordon et Nikola Jokic. Alors je sais qu'il reste 3 matchs, mais si mes calculs sont bons, tu vas difficilement jouer 100 possessions en 3 matchs avec ce starting five là. Je pense pas, non. Surtout que Jamal Murray, probablement ne jouera pas au moins le match face aux Kings. Donc, moi, c'est une problématique. Au niveau des ratings, c'est toujours bon. Alors, c'est pas aussi dominant que ce que ça l'était l'an dernier, mais ils sont à plus 12 de net rating avec le starting five, on va dire classique. Par contre, si on passe sur le deuxième 5 qui a le plus joué cette année, c'est le Westbrook, Jamal Murray, Christian Brown, Michael Porter Jr. et Nikola Jokic, d'où l'absence qui est justifié par l'absence d'Aaron Gordon. Ils sont qu'à plus 3 de net rating. C'est dans le 50e centile. Ils sont vraiment pile à la moitié. Donc, moi, je trouve que c'est une équipe qui arrive en playoff. C'est l'année où ils arrivent avec le moins de certitude sur leur starting five, ou en tout cas sur leur line-up, depuis 2022. Depuis le retour de Jamal Murray. Parce que l'association Westbrook-Jamal Murray, on l'a vu que ça marchait pas très bien. Il y a des inquiétudes sur Aaron Gordon, sur la santé d'Aaron Gordon. Même son rôle au cours de la saison a évolué par rapport aux autres années. Il score beaucoup moins, il est plus dans le playmaking. Enfin voilà, il y aurait plein de choses à dire. Mais moi, je trouve qu'ils n'arrivent pas avec cette confiance qu'on leur donnait l'an dernier. Je me souviens quand on avait fait pourquoi ils ne gagneront pas sur eux. Dans les points positifs, j'avais dit avec leurs 5, ils étaient tellement dominants, ils étaient tellement forts que tu avais peu d'équipes qui arrivaient avec autant de certitude sur ta meilleure line-up. Là, je trouve que cette année, même le starting five, finalement, un nombre de possessions a une data beaucoup moins élevée que l'an dernier. De facto, j'accorde moins de confiance sur la capacité de ce 5 à dominer, peu importe l'adversaire et peu importe la série, sachant que potentiellement, les équipes que tu vas rencontrer en playoff peuvent changer du tout au tout en termes de type de jeu, en termes de personnel.
La VAR confirme ce que tu as dit. C'était le 5 qui avait le voilà. plus joué la saison dernière. Et assez largement, ils avaient plus de 200, je suis pas aussi bon que toi en calcul mental, 215 possessions d'avance sur le deuxième. Donc bon, qui était donc OKC, deuxième. Donc effectivement, mais c'est un peu une constance qu'ont les Nuggets depuis très très longtemps. Leurs 5 jouent beaucoup. Pourquoi? Parce que Nikola Jokic, en l'occurrence, lui, jouait beaucoup et c'était un peu la plaque tournante de la plupart des 5. Donc ça faisait que tu avais des structures où, certes, et en plus, on peut dire que quand les joueurs étaient absents, quand des joueurs majeurs étaient absents, ils étaient vraiment absents. Genre Jamal Murray, tu l'avais pas pendant une saison ou plus la grande partie de la saison, donc ça pouvait te permettre de beaucoup jouer. Constance, si t'as rien à rajouter, avançons. Oulala. Sur le motif d'espoir. Alors, c'est simple, mais c'est efficace. Ça tient en 2 mots. Nikola Jokic. Bah ouais. Nikola Jokic, le motif d'espoir, c'est ça. Nikola Jokic, c'est le meilleur joueur du monde. Enfin, y a pas. Enfin là, la saison de Nikola Jokic, elle est. Là, bon, il arrivait à un niveau de domination offensive qui est quand même extraordinaire. Moi, c'est le motif d'espoir. J'ai envie de dire, c'est le seul motif d'espoir. C'est le seul truc potentiellement où tu peux t'accrocher et ça suffit. J'ai envie de dire, ça suffit pas. Parce qu'on a vu que ça suffisait pas sur certains matchs. Vous regardez là le match là où il est en 61-10-10 là face aux Wolves. Bon, il y a 2 overtime, il y a 55 minutes. Enfin bref, etc., etc. Mais ça suffit pas. Potentiellement, ça suffit pas. Donc le motif d'espoir, oui, c'est Nikola Jokic parce que, comme j'ai dit, potentiellement, tu peux avoir un Nikola Jokic qui va être à son niveau, qui va amener un nombre de double team absolument conséquent parce que personne peut le défendre en individuel. Enfin voilà, au moins, tu as la soupape de sécurité Jokic. Après, comme j'ai dit, je trouve que la soupape de sécurité Jokic, elle arrive pas dans une caricature, mais elle arrive dans l'excès. Comme tu pouvais avoir potentiellement, moi j'aime bien comparer ces situations, et pas juste parce que les deux ont tourné en triple-double de moyenne sur la saison, mais tu arrives dans du OKC 2016-2017 avec Russell Westbrook, tu es dans une espèce de dépendance où si ton joueur ne fait pas absolument tout en attaque, il n'y a plus rien qui suit derrière. Je trouve que voilà, c'est le système Jokic, tout aussi fort qu'il est, tout aussi dominant qu'il est, amène à un certain nombre de dérives qui sont pas de son fait, typiquement parce que le gars est juste trop fort. Mais point faible trop fort, on pourrait dire. Mais ça amène à des joueurs qui, selon moi, prennent pas leurs responsabilités, qui se disent bon bah même un coach, Michael Malone était, je pense, limite le plus Jokic dépendant, ou en tout cas était celui qui se reposait le plus sur Nikola Jokic de tout le roster des Nuggets, joueurs compris. Là, au moins, peut-être que le changement de coach et le fait que tu arrives en playoff peut pousser certains joueurs à prendre des responsabilités. Mais sur la saison, je trouve que Jokic a masqué beaucoup de défauts de ses coéquipiers et des défauts qui n'ont pas été créés par lui. Parce que, encore une fois, ce serait trop méchant de le dire, mais son niveau est tellement élevé que potentiellement, ça peut amener à ces fameux on-off de Jokic où les on-off sont toujours catastrophiques alors que ça fait 3 ans que tu as modifié 50% du roster. Il y a peut-être une explication au fait que sur les minutes avec Jokic, tu es hyper dépendant parce que Jokic est omniprésent dans les schémas offensifs. Ouais, c'est un peu le malheur du joueur omnipotent. Et cette structure d'équipe, moi, me pose beaucoup de problèmes parce que, alors, Jokic est le meilleur joueur du monde, mais t'es totalement dépendant du fait qu'il reste le meilleur joueur du monde tout le temps. C'est-à-dire que tu vois, une chute à 3 points comme on a connu, où il fait pas de bons playoffs à 3 points. La saison dernière, par exemple, mais ton attaque est ruinée. En fait, si Nikola Jokic est pas, Kidd c'est 40, il a combien? 43% à 3 points, ce qui est ça qui n'a aucun sens au passage. Si Kidd c'est 43-44% à 3 points et qui perd 5-6 points d'efficacité, bah, c'est un vrai problème pour ton attaque. Et quand tu fais ce portrait-là, Constant, je peux pas m'empêcher de penser à une version light des Bucks à l'heure actuelle. Je trouve qu'il y a des points communs dans le sens où, à trop dépendre de la production offensive qui est différente, bien évidemment, la production offensive de Jokic est bien plus supérieure à celle de Giannis, bah, en fait, tu as mis des limites, tu as mis des barrières à ton effectif global et t'as plus assez de réponses parce qu'en playoff, rappelons-le toujours, c'est Bob Myers qui disait ça à propos des joueurs, mais je pense que ça s'applique très bien à propos des équipes. En gros, ta première carte, elle sera toujours contrée. Voilà, c'est-à-dire que la première chose que tu vas mettre en place, au bout d'un moment, ça peut être dans la première série, ça sera peut-être dans la deuxième, il trouvera un moyen de contrecarrer. Et moi, le problème constant, alors c'est censé être le motif d'espoir, mais j'ai du mal à voir c'est quoi la deuxième carte des Nuggets dans ce run de playoff
actuellement? C'est Jamal Murray. C'est Jamal Murray. De toute façon, les deux campagnes la de transition est parfaite. bien sûr. Jamal Murray. Et mais comme tous les ans, il me semble que l'an dernier, j'avais déjà mis Jamal Murray aussi, mais les 2 années où les Nuggets sont au summum en termes de compétitivité, c'est la bulle et les playoffs 2023 où Jamal Murray est excellent. Dans des registres différents, mais où Jamal Murray est excellent. Là, Jamal Murray, il a fait une saison à Jamal Murray, c'est-à-dire qu'il débute en demi-teinte. Il y a un moment, il explose bien. Alors, sortie de All-Star Break, février, mars, là, il y a un moment où il joue très très bien. Là, il s'est blessé, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Il me semble qu'il est doubtful pour le match face aux Kings. Donc, potentiellement, on peut tabler sur un retour en playoff, mais c'est lui. C'est lui, parce que le pick and roll avec Jokic peut toujours fonctionner. On parlait justement de cette capacité à aller dans ses spots, à s'auto-créer son tir. Jamal Murray, dans des bons soirs, est capable de le faire. Il est capable d'être un petit peu le leader, entre guillemets, de la seconde unit. Il est capable de faire un peu de playmaking avec les autres. Enfin, c'est Jamal Murray pour moi le joueur clé, et c'est toujours lui qui a toujours été le joueur clé dans les campagnes de playoff des Nuggets, là où il était présent, en tout cas celle où il était présent, parce que c'est le baromètre en fait. C'est celui qui va te permettre soit de t'écrouler, soit de potentiellement réaliser des upsets, ou en tout cas d'être plus fort que ce qu'on te voit à l'heure actuelle. Parce que Jamal Murray a cette tendance à élever son niveau de jeu en playoff. Et vous regardez même la série face aux Lakers l'an dernier où il est très bon, la série face aux Wolves où il est bon sur le Game 7, mais où c'est un peu plus compliqué, on va dire, sur le restant de la série. Enfin voilà, je trouve que c'est toujours le baromètre. On peut parler de Michael Porter Jr. aussi, qui a fait une saison dans un registre un peu différent de Michael Porter Jr., un peu plus de connecteurs. Je vais pas dire de playmaker, mais un peu plus de connecteurs. Il y a un moment où il délaissait le 3 points pour se concentrer sur des tirs à mi-distance. Enfin voilà, là aussi c'était un joueur qui était un peu le symbole d'une équipe qui essayait de trouver des solutions en sortant un petit peu de ces schémas classiques qui ont fonctionné les précédentes années. Mais pour moi, oui, Jamal Murray reste le baromètre ultime de ces Nuggets. Ouais, sachant que, rappelons que sur la campagne de playoff, du titre, il est sur des stats en pull-up, sur des stats en pick and roll ball handler de zinzin. Donc effectivement, c'est lui la clé. Sachant que, et là je fais une transition, mais on pourra continuer à parler de Jamal Murray. Est-ce que ça sera suffisant, mini-go de constant? Est-ce que, au niveau du plancher-plafond, est-ce que mirage, Jamal Murray, ça sera assez? Alors, plancher, est-ce que tu es prêt à dire qu'il y a un monde où ils sortent au play-in? Où ils sortent au play-in, carrément, ouais. Ils sont pas en play-off? Ils sont pas en play-off. Non. De toute façon, je l'ai dit dans l'épisode sur Minnesota, pour moi, les 8 de l'Ouest vont en play-off. Il y a trop d'écart de niveau. C'est là où on a un désaccord, c'est que je suis désolé, c'est mon côté Giroud, les 3 points, le maintien. Sur un match, je sais pas. Un match contre Sacramento, Dallas, à Denver? Oui, c'est vrai. Dit comme ça a l'air totalement stupide comme argument. Sachant que les Nuggets, à domicile, ils ont un bilan qui est très sérieux. Pour moi, ton plancher reste, ça c'est une constante dans mes previews. Ton plancher, c'est l'endroit où tu arrives. Sauf, on va bientôt arriver avec 2 équipes où pour moi leur plancher sera pas le moment où ces équipes vont arriver, mais autrement son plancher c'est là où tu arrives. Bon, mais oui, non, mais ça se défend complètement. Mais allons plutôt au plafond. Constant, il est où le plafond de cette équipe? Rappelons, et c'est là où j'aimerais bien un peu retourner en arrière. On fait le power ranking qui avait tellement plu aux fans des Warriors il y a quelques semaines. Power ranking où globalement il y avait un semi-consensus pour dire que les Nuggets c'était la 2e place forte à l'Ouest, certes derrière le Thunder, mais devant un peu le reste de la meute. On est d'accord que c'est plus le cas là, à 10 jours des playoffs. Non, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Je vois un minimum 2 voire 3 équipes qui leur sont passées devant. Il y a les Lakers, les Clippers. Non, je vois même 3 voire 4 équipes qui leur sont passées devant. Il y a les Lakers, Clippers, Warriors et les Rockets. J'ai beaucoup de doutes sur les Rockets, mais encore une fois, les Rockets me font mentir continuellement. Donc il y a un moment où je vais arrêter d'être plus bas que la moyenne sur les Rockets, ou il y a un moment où je vais arrêter de leur taper dessus et d'avoir des craintes. Peut-être que mes craintes se réaliseront quand ils arriveront sur une série de playoffs. Mais force est de constater que les Rockets pour l'instant, jouent comme la 2e meilleure équipe de la conférence Ouest. Donc moi, leur plafond, c'est très dur à déterminer parce que ils ont les classements n'ont aucun sens. Donc tu peux pas savoir où ils vont. Je pense que leur vraiment plafond, c'est-à-dire avec un Jokic absolument extraordinaire, avec un Jamal Murray très bon, il n'y a pas de problématique avec Christian Brown, ça rentre tout à 3 points. Finale de conf. Je les vois pas sortir de l'Ouest.
Tu vois, en plus, la dynamique est pas bonne. J'ai pas envie d'être trop méchant en disant c'est une équipe qui, at best, passe un tour. Mais pour moi, c'est finale de conf. Mais j'avais dit finale de conf pour les Wolves. J'ai envie de dire que, franchement, t'enlèves Memphis, de 1 à 8, le plafond, c'est finale de conf. Sur un malentendu, ça peut marcher. Tu peux avoir des match-ups qui sont favorables. Tu peux avoir 2 semaines où, comme les écarts en termes de niveau sont très proches, il suffit que tu aies une équipe plus en forme que l'autre plus en forme que d'autres sur 4 semaines, tu peux arriver en finale de conférence. Après, ça dépend de quel côté du bracket tu tombes aussi. Exactement. J'ai l'impression que c'est un peu la même que dans la preview Clippers, c'est finale de conf / le moment où tu joues au KC. Genre si c'est le moment, si tu joues au KC premier tour ou deuxième tour, bon bah. Je sais pas, on fera le pourquoi ils gagneront pas sur OKC. La preview la plus attendue de l'histoire du podcasting français. Ouais. Moi, mon plancher plafond pour OKC, ce sera peut-être un peu plus bas que les autres, mais ou en tout cas, j'ai mon lot d'incertitudes concernant OKC. Après, est-ce que les Nuggets sont capables de battre OKC? Ils sont capables de prendre 4 matchs à OKC? Je n'y crois pas. Et pourtant, on va dire que c'est pas ton scepticisme, mais tes inquiétudes envers OKC commencent un peu. Ouais, ton pessimisme commence un peu à influencer l'équipe, globalement, l'équipe de Nkebdo. Mais là, ça fait partie des match-ups où, franchement, je ne vois pas un monde. Tout Nikola Jokic qu'il est, il va sortir une série de mammouths, mais je ne le vois pas. D'un point de vue stylistique, je ne les vois pas passer OKC. Donc, pour moi, c'est, finale de conf / le moment où tu passes OKC, mais on arrive bientôt à la fin du format et c'est ce que j'ai commencé à dire dans le podcast Clippers, hein. Pour moi, je rejoins ce que tu as dit, c'est-à-dire que je reviens même sur certains de mes propos dans les précédentes previews. On est au moment où il y a 5-6 équipes qui peuvent aller en finale de conf à l'Ouest, en fait. Et c'est un peu la limite du format, c'est que là on est limité par le bracket. Le moment où on aura le bracket, peut-être que je vais vous dire ah non bah du coup cette équipe-là, l'équipe qui est déjà certaines équipes si elles tombent du côté d'OKC, peut-être que ça sera plus compliqué, mais là. Au pire, on peut faire très vite, on peut faire le listing. Et bon, on est d'accord, ils sont pas favoris face à OKC. Ouais. Est-ce qu'ils sont favoris face à Houston? Moi, après, le truc, c'est qu'on doit être les deux moins chauds de l'équipe sur Houston. De France peut-être sur Houston. Donc on n'est pas de bons exemples, mais en vrai, je rejoins ce que tu as dit. Il y a un moment, il faut peut-être qu'on se rende à l'évidence avec Houston, qui est peut-être vraiment une bonne équipe, quoi. On va dire 50%, 50-50. Ouais, est-ce qu'ils sont favoris face aux Lakers? L'Arlésienne de Nuggets Lakers. Moi, on n'a pas encore fait la preview Lakers. On vous donne rendez-vous demain avec Matt. Je suis terrifié par le secteur intérieur des Lakers. Pour moi, c'est 60-40 Lakers. Moi, je dirais même 65-35 Lakers. Parce que dans les schémas défensifs, ils sont plus dynamiques. Donc, du coup, ils peuvent poser plus de problèmes. Est-ce qu'ils sont favoris face aux Clippers? Alors, on a fait les Clippers. J'avais dit qu'Aaron Gordon pourrait leur poser problème parce qu'ils n'ont pas d'ailier surdimensionné. Mais là, c'est une question de dynamique, en fait. À quel point tu crois en la dynamique des Clippers actuellement, c'est trop. Et ils défendent comment sur... bref, ils ont des grosses problématiques. Ils ont des problématiques défensives. Donc, je donnerais 65-35 là, cette fois-ci. Clippers. Ouais, et puis, je suis désolé, mais Zubac a toujours fait des bonnes séries. En tout cas, des bonnes perfs face à Nikola Jokic. Donc, moi, j'avoue que quand ton meilleur défenseur, c'est le joueur qui va défendre sur ton meilleur joueur, enfin quand le meilleur défenseur d'en face est celui qui va défendre sur ton meilleur joueur, moi ça m'inquiète un petit peu. Surtout quand c'est un intérieur, tout Jokic qu'il est. Est-ce qu'ils sont favoris face aux Warriors? Si c'est les Warriors actuels, bah non. Non. Donc tu vois, est-ce que finalement le plafond c'est pas demi-finale de conf? Parce que là, on a cité les 5 autres équipes. Enfin, là, ils sont 5e au tiebreaker, mais on a cité tout le top 6. Ils sont favoris contre aucune des autres équipes du top 6. Sachant que tu l'as dit, c'est peu probable à l'heure actuelle, mais on sait tous que le match-up Minnesota est absolument terrible pour eux. Terrifiant. C'est une équipe qui est construite contre eux, donc ça marche pas. Ouais. Faut prier Memphis, par je ne sais quel miracle, mais faut prier Memphis, sachant que si vous prenez là les 3 derniers matchs qui restent des Nuggets d'ici la fin de saison, ils vont à Sacramento, ils reçoivent Memphis, celui-là c'est les matchs à 6 points, et leur seul, entre guillemets, leur seule chance, c'est que le dernier soir de la saison régulière, ils vont à Houston qui va certainement faire tourner, parce qu'ils sont déjà assurés de terminer deuxième. Même si, on sait très bien que les Nuggets, en fin de saison régulière, quand il faut jouer une équipe avec beaucoup d'absents,
Ça peut mal se passer. On se souvient de l'an dernier avec le tir de Devontae Graham, même si Victor était là, donc c'était pas non plus l'équipe Z des Spurs. Mais le tir de Devontae Graham qui a changé la destinée de pas mal d'équipes, j'ai envie de dire, dans la conférence Ouest. Eh bien, Constant, c'est fou. Hein. C'est pour ça que je suis assez content qu'on ait fait ce format. Et ce format, vous verrez à chaque fois. Bon, comme moi, je présente avec Greg, qu'on salue le marathonien de ces previews, Greg. Au fil des previews, en fait, faut un peu les écouter, faut un peu les suivre comme une série, parce qu'au fil des séries, à force de présenter les équipes petit à petit, on change d'avis. Moi, je vais être très clair avec vous. Il y a 3 semaines, pour moi, Denver était pas 3 semaines, il y a 1 mois. Denver était clairement mon équipe numéro 2 à l'Ouest, mais là, force est de constater que c'est plus le cas. Enfin, vraiment, c'est plus le cas et on va s'acheminer tranquillement vers la fin de ces previews, Constant, mais on va devoir faire nos brackets à un moment et je trouve qu'il y a des problématiques qui ont été résolues et il y en a d'autres qui se sont ajoutées. C'est-à-dire que on parle pas trop de... Enfin, moi, j'ai peu fait l'Est, en fait, globalement, parce qu'il y a beaucoup de C'est normal, il y a que 2 équipes. Là, c'était absolument beaucoup mais disons que pour moi, le ciel est très, très clair à l'ouest. Je trouve que le bracket, par contre, à l'est, pardon, est assez facile à faire, mais bref, on verra. Ce sera l'occasion pour moi de me tromper. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, ou bien évidemment, vous mettez dans un coffre-fort les épisodes que vous avez aimés des dernières années, il y a très longtemps. Hein, c'est pas les épisodes de cette année, vous inquiétez pas. Et puis nous, on se retrouve demain pour parler des Lakers. Alors, Constant, je sens que c'est une équipe, il y aura beaucoup de choses à dire, puis on se retrouvera aussi, toi et moi, un peu plus tard pour un épisode spécial. L'épisode qui est déjà teasé sur... Il manque un doigt, mais... il manque un doigt. L'épisode doublement spécial d'abord parce que c'est la preview qu'on tease à peu près tout le monde dans l'équipe la tease depuis longtemps. C'est-à-dire que tu pourras faire un monologue de 10 minutes sur OKC. S'il y a un commentaire qui te dit ça, je le supprime. Oh non, pas de censure. Pas de censure. Je rigole. Non. Et sinon, ça sera aussi la 100e de Constant dans le podcast. Bravo, félicitations. On applaudit. Bravo. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que le fait que la 100e arrive pour une preview d'OKC, peut-être avec une saison couronnée de succès, espérons-le, est-ce que c'est pas magnifique? C'est pas parce que ce sera ma 100e que je vais être optimiste pour autant, je vous le dis. Non, mais il faut que tu restes dans ton merchandising, dans ton branding, Constant. Du coup, eh bien, on vous remercie. On se retrouve demain pour parler des Lakers et on vous souhaite une bonne journée. Salut. Salut.